Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce numéro, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter une femme d'exception, Céline Bait Darkour. Céline, bienvenue à Berbère Télévision. Merci. Céline, vous êtes ici à Berbère TV et donc il y a une belle occasion puisque France Info fête ses 25 ans. Voilà, un bel anniversaire. Pour un bel anniversaire. Et on reviendra donc à France Info et à son parcours et au vôtre aussi. Auparavant, on va faire donc une virée dans l'actualité pour la saisir un petit peu avec un certain recul. Et on va commencer, Céline, si vous voulez bien, sur ce qui se passe en Syrie. Il semble que la solution sera difficile à trouver. Oui, avec notamment les Russes et les Chinois qui mettent leur veto à tout ce que propose le Conseil de sécurité de l'ONU. Évidemment, c'est très compliqué. Et puis, même les autres pays ne sont pas d'accord entre eux, entre ceux qui veulent intervenir et ceux qui ne préfèrent pas. Est-ce qu'on peut dire que le peuple syrien paye un petit peu ce retour de la guerre froide, vu les positions surtout des Russes? Évidemment, mais de toute façon, c'est toujours le peuple qui paye, hein, ce ne sont jamais les dirigeants. Donc évidemment, là, on assiste à un massacre organisé et puis personne ne bouge. Et ça ne se termine pas, et maintenant, ça va faire 15 mois que les Syriens meurent. Et en plus, quand on parle d'une intervention militaire, si jamais on arrivait à la faire, est-ce que ça serait la solution aussi? C'est jamais sûr. On a vu ce qui s'est passé aussi en Libye. Les Occidentaux sont intervenus. On ne sait pas tellement ce que va devenir le pays après ça. Donc c'est toujours très délicat de connaître l'issue vraiment d'une telle révolte. Est-ce que la presse internationale arrive à décrire, à raconter la réalité syrienne? Alors moi, je ne suis pas allée en Syrie, donc j'ai un peu de mal à vous répondre. Moi aussi, je ne suis pas allée. Donc la réalité, je ne la connais pas, je l'entends, notamment par les reporters de France Info qui sont allés sur le terrain. Tout à fait, oui. Je ne me rappelle plus votre question, pardon. Non, je voulais dire, aujourd'hui, on peut avoir l'impression que la presse internationale ne dit pas tout sur la Syrie. Je vais vous dire une chose, par exemple, on peut avoir certaines informations disant que, par exemple, les chrétiens de Syrie soutiennent Bachar al-Assad. Alors qu'en général, on ne parle pas de ces soutiens d'al-Assad, parce que la Syrie étant un pays assez complexe. Et donc, est-ce que les journalistes dans le monde et en France, est-ce qu'ils arrivent à décrire cette situation de manière assez vraie? Alors, assez vrai, en tout cas le plus honnête possible, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que ce sont des pays qui n'ont pas la même culture que nous, qui sont très difficiles à décrire, que nous connaissons très très peu. Et il faut toujours se mettre à la place de ceux qui nous regardent ou nous écoutent et essayer d'être le plus accessible possible. Donc, c'est très difficile de rentrer dans des détails qui nous sont très opaques, finalement. Tout à fait, et peut-être aussi que l'exercice même du journalisme par les journalistes internationaux en Syrie est difficile aussi. Hein? Il est très difficile, évidemment, parce qu'il faut à la fois rendre compte de ce qui se passe sans rentrer dans des détails que personne ne comprendrait. Oui, c'est un rôle très très difficile, sans compter des risques qu'on prend quand on va là-bas, évidemment. Tout à fait. Un autre pays est juste à côté, c'est l'Égypte. Donc l'Égypte a organisé le premier tour de l'élection présidentielle et manque de peau pour les révolutionnaires de la place Tahrir. Donc c'est un islamiste et un ancien du régime qui vont s'affronter au second tour. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cela? On a vu un petit peu la même chose, en tout cas pour les islamistes en Tunisie, voilà, qui font de très bons scores. On verra, voilà. Il va y avoir un deuxième tour. Moi, je veux aussi noter ce qui s'est passé après le verdict au procès Moubarak, qui a été condamné à la prison perpétuité, à vie, oui. Et certains acquittés. Et je vois que la place Tahrir est encore en train de se noircir de monde. Tout à fait. La place Tahrir reproche surtout le fait que les fils Moubarak soient acquittés. Voilà, ils vont pouvoir refaire leur vie tranquillement. Tout à fait, mais bon, la place Tahrir est-elle représentative de toute l'Égypte? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Déjà, c'est la capitale, c'est le Caire. Ce ne sont pas les petits villages. Voilà, chaque endroit est très différent, mais c'est quand même
c'est quand même un signe du malaise qu'il y a en Égypte. Enfin, le problème, le départ de Moubarak n'a pas réglé pour l'instant, en tout cas, grand-chose. Tout à fait, tout à fait. Bon, on peut dire que la démocratie est un lent apprentissage. Peut-être qu'il y aura de belles surprises à l'avenir. On peut le souhaiter aux Égyptiens. Ça ne s'est jamais passé en quelques semaines. Tout à fait. Et en France, ça sera aussi des élections législatives dès donc ce week-end. Le 10 juin, le premier tour, oui. Voilà. Et donc, on n'annonce pas un raz-de-marée du Parti socialiste. Eh bien non, alors on verra. Après, on va attendre l'élection, puisqu'on ne peut parler que de sondage pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on ne sent pas d'enthousiasme non plus énorme depuis l'élection de François Hollande. Donc le raz-de-marée n'est a priori pas annoncé, même si la victoire de la gauche fait quand même... Mais il y a quand même un certain apaisement dans la société, dans la rue française, depuis l'élection de François Hollande. Et je pense que la presse française en général ne le signale pas, pas tous les journaux quand même. Il y a eu une espèce de détente dans la rue, et comme si les gens étaient contents de quelque chose qui n'est plus là. Alors, j'irai pas jusqu'à dire ça parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait une grande tension dans la rue quand même Oui. pendant les 5 ans précédents. Il y a eu certainement un soulagement pour certains, d'un espoir de changement. Voilà, peut-être un espoir en tout cas. Un apaisement, je ne sais pas. D'accord. Et pour l'élection donc les législatives, on a en France un petit problème politique, c'est que les candidatures pour le poste de député des gens issus de l'immigration n'arrivent pas à être élus. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? J'ai pas une explication forcément à vous donner. Est-ce que c'est un problème des partis politiques qui ne placent pas ces candidatures dans des circonscriptions, dans des endroits où ils pourraient être élus? Oui, on est peut-être encore très frileux à ce niveau-là, pour les femmes aussi d'ailleurs, hein, pas pour tous les partis, mais pour certains. Oui, tout à fait. Voilà, il y a encore, il faut oser. C'est toujours pas le cas. C'est les partis politiques qui n'osent pas, ou bien est-ce que c'est le mal est plus Moi, je pense que profond? la société est prête à élire des personnes, des candidats issus des minorités, bien sûr. Je pense que la société aussi est prête à élire beaucoup de femmes? Je crois aussi à partir du moment où elles sont compétentes. Voilà, moi je suis absolument pas pour l'instauration de quotas parce que je trouverais ça dommage qu'une femme arrive à un quelconque poste parce que la loi a obligé qu'il y ait un certain nombre de femmes. Je pense que c'est une question de compétence. Voilà. Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes. En théorie, elles peuvent être élues. Bien sûr. La question ne se pose même pas. Tout à fait. Et une autre question, toujours par rapport à cette actualité toute présente, donc c'est l'Euro de football. Hein. Oui. Ben, on peut espérer que la France sera championne, c'est possible, mais le problème est ailleurs. Donc le problème, c'est qu'une partie des matchs de football se tiennent donc en Ukraine, où une femme, Yulia Tymoshenko, est en prison et injustement en prison. Est-ce que finalement le football peut écraser des valeurs humaines? Bien sûr que non, évidemment. Et je dois saluer le courage du gouvernement français qui refuse, et du président français qui refuse d'aller assister au match de l'équipe de France en Ukraine. Je trouve que c'est une décision très courageuse et qui va peut-être faire avancer les choses. Ben, on peut l'espérer, mais est-ce qu'on ne pouvait pas, par exemple, s'attendre à ce qu'il y a l'annulation de cet euro ou bien le déplacement des matchs dans un autre pays? C'est impossible? Impossible, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est certainement un peu trop tard, surtout. Tout à fait, voilà. Oui. Céline, bon, vous avez écrit un livre fort intéressant donc, qui s'appelle Femmes d'exception. Avant d'arriver à votre livre, qui, je le rappelle, vient de sortir aux éditions Talendier et co-édité avec France Info, c'est ça? C'est ça. Et donc, il y a aussi une femme qui est à la tête du royaume d'Angleterre depuis 60 ans, la reine d'Angleterre. On peut avoir beaucoup d'admiration pour cette femme. Mais oui, vraiment, parce qu'elle a vraiment dirigé le royaume sans faille depuis 60 ans. Il faut se rappeler que c'était quelqu'un qui n'était pas destiné au trône, hein, puisque... Elle est arrivée là parce que son oncle, Édouard VIII, a abdiqué. Donc son père, le roi George VI, a pris la tête de la monarchie. Et donc elle est arrivée ensuite. Et je trouve que c'est une femme absolument admirable qui a traversé des
tempête, qui est toujours là et puis qui a une qui popularité. D'abdiquer. Ah non, ce qu'on c'est dit. absolument pas prévu, Elle va aller a priori. jusqu'au bout. Oui, oui. C'est pas dans son ADN. Tout à fait. Et on dit que dans sa vie de chaque jour, elle est très très simple au fait. Alors voilà, c'est ce que j'ai appris aussi. C'est une femme très drôle, alors ça aussi apparemment on ne le sait pas vraiment parce qu'elle paraît un petit peu froide, donc c'est quelqu'un de très drôle qui a beaucoup d'humour et qui aime les choses très très simples comme aller pêcher, aller se promener, la nature. On dit qu'elle fait même la vaisselle quand elle invite des Voilà. gens chez elle. Voilà, C'est j'aimerais beaucoup voir pour ça. une Oui. reine. Oui. C'est vraiment une femme d'exception. Mais j'aimerais beaucoup l'inviter, voilà, si elle m'entend. Un dimanche quand elle veut. Ça m'étonnerait que la reine d'Angleterre regarde Berbère Télévision, mais bon, mais pourquoi pas. Et donc, Céline, si vous voulez bien, on va reparler de France Info. Donc, France Info fête ses 25 ans, je crois que c'était en juin 1987. Le 1er juin 1987. Le 1er juin 1987. Oui, et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces 25 ans en général? C'est une radio d'abord qui avance toujours. Je crois que c'est la 4e radio en France. C'est ça, avec près de 5 millions d'auditeurs chaque jour. C'est extraordinaire, c'est énorme. D'en être toujours là aujourd'hui avec la concurrence des chaînes Tout Info, de chaînes de télé, avec la concurrence d'Internet, des réseaux sociaux, oui, c'est vraiment un exploit. Qu'est-ce qui fait la force de France Info? Je crois que déjà parce qu'on a été les premiers sur ce créneau-là, oui. et ça, on ne peut pas nous l'enlever, donc on a l'expérience. Oui, tout à fait. Et puis une équipe, évidemment, voilà, des reporters formidables, des présentateurs de journaux formidables. Voilà, enfin, on sait faire. Mais ce n'est pas seulement l'actualité, quand même. Est-ce que c'est la richesse de la grille qui fait la force de France Info? Il y a pratiquement de tout. Hein. Alors, il y a de tout, mais... Oui. C'est l'actualité vraiment qui nous guide, puisque il y a une grille évidemment chaque jour, mais qu'on casse. Elle peut être chamboulée à n'importe quel moment, dès que l'actualité l'exige. Donc vraiment, nous suivons ce qui se passe au plus près. Et qu'est-ce qui fait donc qu'on décide comme ça de chambouler la programmation? Comment on choisit cet événement? Il peut être international? Ah oui, on ne le choisit pas en fait, il s'impose à nous. C'est-à-dire, ça peut être, on a été vraiment très gâtés, entre guillemets, l'an dernier avec les révolutions arabes, avec le tsunami et puis Fukushima. Voilà, on a eu des événements vraiment extraordinaires et là, ça s'impose à nous de faire une antenne exclusivement consacrée à cela. France Info fait appel souvent aussi à des spécialistes sur des questions précises. Bien sûr, parce que nous n'avons pas la science infuse, donc nous envoyons des reporters sur le terrain. En plus de cela, nous avons des analyses de spécialistes et c'est ça la force de France Info. Mais est-ce qu'on peut faire confiance toujours aux spécialistes? Je ne sais pas, non, mais c'est pour ça qu'il faut en inviter plusieurs, pas au même moment, mais voilà, pour entendre des... Oui, peut-être que sur le même thème, on peut écouter plusieurs spécialistes. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Parfois, les spécialistes sont un peu coupés de la réalité. Hein, bon. Mais nous avons des gens sur le terrain, voilà, pour compenser. Tout à fait, tout à fait. Et donc vous, à France Info, vous faites une chose exceptionnelle, vous animez quand même les matinales du week-end. C'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est passionnant. C'est sûr que c'est passionnant, mais vous êtes là et vous êtes obligé d'être à l'écoute de tout, hein, de la culture, du sport, de la politique, des polémiques qu'il y a ici et là. Oui, il faut avoir l'oreille et l'œil partout, il faut être très curieux, ce que je suis, et puis il faut s'intéresser vraiment à tout, parce que moi, j'ai jamais voulu m'intéresser à un domaine en particulier. Je trouve que la richesse, c'est justement d'être nourri par tout ça, par le sport, par la politique, par l'international, et moi je suis passionnée par tout ça, tout m'intéresse. Et la politique, vous l'avez bien suivie, bien sûr, pour cette élection présidentielle. Vous étiez obligé aussi d'être un peu dans le coup, quoi. Oui, alors obligé, c'est... Je ne me sens pas obligée, c'est vraiment... Non, je veux dire, quand vous venez à un événement, c'est la matinée, vous êtes obligé de le raconter, ou bien d'interviewer des gens qu'il faut interviewer. Oui, alors le matin, c'est un peu particulier, une matinée d'élection présidentielle, parce que le CSA nous impose de ne pas parler de grand-chose. Tout à fait, ouais. Donc là, il faut trouver des idées, il faut se creuser la tête, ce que nous avons fait, et puis essayer de trouver des angles
le plus sympa possible et en raccord avec l'actualité, mais on y est arrivé. Et vous arrivez à quelle heure à la radio quand vous êtes obligé Très tôt, très tôt. vers 2 heures du matin. Ouh là là, ça c'est déjà la nuit, c'est pas le matin. C'est la nuit, ou c'est tard pour ceux qui se couchent, oui. Et donc, et vous commencez à préparer Voilà, parce que je prends l'antenne à 7 heures le samedi, à 8 heures le dimanche. Donc oui, c'est des heures de préparation, mais j'ai préparé aussi pendant la semaine, hein, en amont. Oh, bien sûr, bien sûr. Voilà, ça demande un grand investissement. Tout à fait. Et donc, il y a des gens qui travaillent avec vous, Ah oui, je ne suis pas toute seule, évidemment, je n'y arriverai pas toute seule. Donc, il y a des chroniqueurs. Vous partagez des créneaux, ou bien ça dépend, c'est au feeling? Alors non, moi j'ai vraiment 3 heures... 3 heures de fil rouge, comme on dit, avec des présentateurs qui se relaient à mes côtés toutes les demi-heures, même tous les quarts d'heure, puisqu'il y a un flash info à 15h45 et puis un journal toutes les demi-heures. Donc voilà, les présentateurs viennent le faire et j'ai des chroniqueurs aussi qui sont avec moi donc pour parler de cinéma, d'économie, de jardinage, voilà, un peu de tout. De tout, effectivement, vous parlez franchement de tout. Hein. Oui. Et vous, Céline, avant d'être à France Info, vous étiez à Radio France Internationale, c'est ça? Voilà, oui, ma passion de l'actualité étrangère. Ah d'accord, donc à RFI, vous couvriez l'actualité internationale. Alors oui, j'ai présenté les journaux internationaux et pendant quelques mois, les journaux à destination de l'Afrique, où là c'est vraiment très très pointu. Et puis il ne faut pas faire d'erreur parce que la crise diplomatique n'est jamais très très loin. C'est vrai, il y a des gens qui appellent, donc il y a des diplomates qui appellent à la radio par exemple. Ça arrive, oui. Oui. C'est surtout des appels venant d'Afrique, ou bien d'ambassadeurs africains, ou bien de tout. Un peu de tout, un peu de tout. Alors on essaye qu'il y en ait le moins possible, donc de ne jamais faire d'erreur. Bon, les erreurs, quand elles ne sont pas flagrantes, elles sont un peu permises quand même, non? Et en couvrant l'actualité de l'Afrique, vous avez été en Afrique? Vous avez beaucoup voyagé en Afrique? Alors non, moi je suis une grande voyageuse dans ma tête, mais pas en vrai parce que j'ai très peur de l'avion, voilà. Ah d'accord, bon, c'est un petit handicap qu'on peut dépasser. Et donc Céline, vous aviez donc une rubrique où vous invitiez des femmes d'exception. J'ai toujours. Ah, elle est toujours, effectivement. Oui, tous les dimanches. Tous les dimanches. Donc, et donc cette rubrique vous a permis d'écrire un livre qui s'appelle Femmes d'exception. Voilà, comme le titre de l'émission. Et comment est-ce que ce livre vous est venu à la tête? Alors, en fait, les auditeurs, plusieurs auditeurs me le demandaient, m'envoyaient des mails en me demandant quand est-ce qu'il y aura un recueil de tous ces entretiens. Donc voilà, ça avait déjà un petit peu germé dans ma tête, mais ça restait voilà, à cet état-là en me disant mais pourquoi pas un jour. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Dominique Missika, qui est la directrice des éditions Talendier, qui est venue à moi en me disant qu'elle aimerait beaucoup faire un livre de ce rendez-vous. Et donc on a discuté un petit peu de ce qu'elle voulait faire, de ce que moi je voulais faire, parce que je ne voulais pas que ce soit uniquement les entretiens radiophoniques qui soient retranscrits. Et voilà, et ça aurait été la facilité. S'arrêter là, quoi. voilà exactement. Ouais. Puis ça n'avait pas vraiment de sens et d'intérêt pour moi. Je voulais y ajouter quelque chose, et notamment mon ressenti. Les émotions que j'ai pu avoir en rencontrant ces femmes, ce qui s'était passé avant notre rencontre. Voilà, j'avais envie de raconter les à côté de l'émission. Et donc voilà, ça donne ce livre. Et donc 25 ans de France Info et 25 portraits. Voilà, c'est fait exprès. C'est clair, c'est fait exprès. Et en général, c'est des femmes qui viennent d'horizons divers, qui sont spécialistes de quelque chose. Alors, d'horizons très très variés, et ça j'y tiens. Il y a des artistes, des écrivaines, des sportives. Alors, il y a des femmes célèbres, des femmes totalement anonymes, et là aussi j'y tiens vraiment, donc qui viennent de milieux associatifs ou qui, voilà, dans leur coin, ont un combat qui est très touchant. Et puis le point commun aussi de toutes ces femmes, c'est qu'elles ont un vrai parcours de vie. Moi, ce qui m'intéresse au-delà de ce qu'elles sont devenues, c'est comment elles en sont arrivées là. Voilà, c'est ça que j'ai envie de raconter en les recevant tous les dimanches.
Et avant de les recevoir, vous connaissez leur parcours, vous avez lu des choses sur elles, ou bien vous les cherchez autrement? Ah non, bien sûr, oui, oui, je prépare beaucoup, donc je me renseigne beaucoup sur elles. En revanche, je refuse de les rencontrer avant ou de leur parler avant parce que je ne veux pas perdre la spontanéité lors du direct du dimanche matin. Et je trouve que si on se parlait beaucoup avant, après, pendant l'émission, on a l'impression que c'est déjà tout dit, quoi. Oui, voilà. ça, Donc ça, c'est une règle que je me suis fixée. Je les rencontre un quart d'heure avant le direct, pour voilà, histoire de se rassurer un petit peu mutuellement. Et puis on se découvre. Et la première femme rencontrée, c'était qui? Oula, la première femme rencontrée, c'était, il me semble, Elisabeth Badinter. Une grande dame. Voilà, pour la première, c'était un joli cadeau, oui. Tout à fait. Et donc, elle vous a raconté sa vie, elle vous a raconté ce qu'elle fait, ce qu'elle essaye de faire dans son existence, elle vous a parlé de son mari. Alors, c'était un peu particulier parce qu'au départ, Femme d'exception ne durait que 4 minutes, ce qui était très très court pour faire le tour d'une vie. Donc voilà, ça a été très vite, voilà, j'ai posé très peu de questions, donc ça a été très fugace. 4 minutes, c'est vraiment rapide. Vous le savez, hein, vous aussi, oui, ça passe très très vite. Donc j'ai réussi à grignoter un peu de temps au fur et à mesure pour arriver jusqu'à à peu près 10 minutes aujourd'hui. Et là, on a un peu plus le temps quand même de se poser. Donc Elisabeth Badinter, je n'ai pas eu le temps vraiment d'approfondir le sujet, aussi passionnant soit-il. Est-ce qu'elle est dans le livre? Eh bien non, justement, parce que c'était très court. Voilà. C'était très court. Donc mais évidemment, c'est une femme sera d'exception. dans le 2e tome. Il faudra que je la réinvite, voilà, surtout. Et les autres qui ont suivi, par exemple, vous avez invité, je vois, Jamila Benhabib. Oui. Comment vous l'avez invitée? Alors Jamila, comment ça s'est passé? J'avais reçu son livre qui s'appelle À contre-courant, dans lequel elle raconte son enfance en Algérie. Elle a connu la guerre civile. Oui, elle est née en Ukraine, elle est de mère chypriote et de père algérien. Jamila. Voilà, vraiment, c'est un beau mélange contemporain. Exactement. Et donc, elle a dû fuir l'Algérie parce que sa famille était condamnée à mort. Elle est arrivée en France et puis elle s'est rendue compte qu'en France, eh bien, il y avait aussi de l'islamisme. Voilà. Donc, elle ne cesse de dénoncer cela depuis toujours dans ses livres, dans sa vie. Elle est très proche des gens dans les quartiers et j'ai trouvé que c'était une femme très courageuse. Où vit-elle maintenant? Alors il me semble... Je crois qu'elle est au Canada. Voilà, c'est exactement. Aux dernières nouvelles, elle était là-bas. Et ceci dit, beaucoup de gens lui reprochent le fait de dénigrer un peu, beaucoup l'islam, d'être à son tour un peu intégriste à sa manière. Est-ce que ce reproche peut être valable? Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. En tout cas, après, je ne suis pas musulmane, donc je ne peux pas me sentir offensée par cela. Moi, je ne pense pas qu'elle renie ses origines, pas du tout. Elle dénonce vraiment l'extrémisme. Et pour le coup, je pense qu'elle a raison. Ce qu'elle essaye de faire est très difficile parce que la religion musulmane tarde à faire un peu sa réforme. Hein. Bon, et le problème, c'est que même les intellectuels qui sont dans cette mouvance musulmane, quand ils disent des choses un peu osées mais lucides, sans, comme vous dites, renier l'islam, ils sont moins écoutés parce que dans les sociétés justement musulmanes, on a tendance plutôt à écouter les discours un peu enflammés. Eh oui, mais ça marche. Alors c'est partout pareil, hein. Dès que quelqu'un parle plus fort qu'un autre, c'est celui qu'on écoute le plus, malheureusement. C'est les gens qui crient le plus qu'on entend le plus. Oh, parfois quand même on peut entendre les sages. Vous avez invité aussi Benoît Groult, une grande écrivaine. Oui, oui, formidable, 90 ans. Donc je pense que toutes les femmes rêvent de lui ressembler à son âge. Moi, j'ai découvert une femme déjà pleine de vie, pleine d'optimisme, toujours prête à partir au combat pour défendre le féminisme. À son âge encore, toujours? À son âge encore, bien sûr. Oh là là, elle est encore en colère contre plein de choses et ça, c'est formidable. Une femme en colère, c'est toujours une femme d'exception? Non, pas forcément, mais elle a des combats, je trouve, justifiés. Autant je ne me considère pas comme féministe, parce que j'ai jamais souffert de ma condition de femme. Mais
son discours m'a vraiment plu parce qu'elle ne revendique pas une suprématie sur les hommes, parce qu'elle aime les hommes, ce qui est mon cas aussi. Donc voilà, moi je pense qu'on nous devons vivre ensemble. Oui, les hommes et les femmes peuvent emprunter le même chemin, sans que l'un n'écrase l'autre, bien sûr. Et puis c'est une femme qui a une grande œuvre littéraire, qui a commencé à écrire assez jeune aussi. Mais elle a une vie absolument passionnante. Elle a été journaliste, une des premières, alors que son premier mari, même ses deux premiers maris, me semble-t-il, ne voulaient pas qu'elle travaille, mais voilà, elle l'a quand même fait. C'est une des premières aussi à avoir dit qu'elle s'était faite avorter, ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Enfin voilà, elle a vraiment révolutionné les choses, cette femme. Et aujourd'hui encore, elle est prête à... Est-ce qu'on peut dire qu'à travers son parcours, on peut voir un peu le parcours de la femme française depuis toutes ces années? De la femme française, je pense que ce n'est pas qu'en France qu'il y a eu ces combats-là, mais de la femme européenne en tout cas, oui, certainement, oui. Elle représente, pour moi, elle est la femme du XXe siècle, clairement, Benoît de Groot, oui. Elle s'est battue, peut-être qu'elle a quand même du mérite pour qu'aujourd'hui la parité soit un peu respectée ici et là. Elle n'est pas seule, bien sûr. Non, bien sûr, mais elle a évidemment fait avancer les choses. Voilà, on se rend plus compte aujourd'hui, quand on est en 2012, des avancées que des femmes, parce qu'on a le droit de vote depuis finalement très peu de temps. Ça nous semble évident aujourd'hui, et tant mieux, et tant mieux. Mais voilà, elle sait, comme elle me le disait, elle est née avec 0 droit. Voilà. Et aujourd'hui, ça nous semble normal de les avoir, mais c'est grâce à des femmes comme elle. Elle exagère un petit peu quand même. Je pense qu'elle n'est pas si loin de la vérité quand même. On lui disait, tu n'as pas besoin d'étudier parce que tu es une fille. Et pourtant, elle a fait des études quand même. Et pourtant, oui, mais parce qu'elle s'est révoltée. Mais il y avait déjà la possibilité de faire des études, parce qu'il faut se dire qu'à cette époque-là, et parfois même jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes qui ne peuvent même pas faire d'études. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis, peut-être qu'il faut un peu relativiser. Mais il faut avoir du tempérament, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Est-ce qu'une femme comme Benoît Groult serait satisfaite par la dernière composition du gouvernement de François Hollande, où il y a quand même une parité, même si beaucoup de femmes disent quand même que certains postes ne font pas le poids par rapport aux postes. On verra. Moi, je pense qu'il faut, on ne peut pas juger aujourd'hui. Il faut leur laisser le temps de s'installer. Pour la symbolique, c'est quand même intéressant. Pour la symbolique, voilà, la symbolique. Après, il ne faut pas que ça reste dans l'ordre du symbole. Il faut que ce soit vraiment efficace, utile, et que ces femmes. Il y a notamment un ministère du droit des femmes, me semble-t-il. Oui, qui est tenu par Najat Vallaud de Belkacem, qui est une berbère marocaine qui vit à Lyon. Voilà. Et elle aussi peut-être une femme d'exception. Vous l'avez invitée un jour? Non, mais pourquoi pas, avec plaisir. Elle pourra peut-être nous entendre. C'est pas comme la reine d'Angleterre. Vous avez invité aussi Marlène Jobert. Oui, Marlène Jobert, oui. Alors c'est une des rencontres les plus particulières que j'ai faites parce que moi j'étais très admirative de cette femme parce que, pour plein de raisons, mais voilà, ces films ont bercé mon enfance. Un peu plus tard, donc quand elle s'est mise à écrire des contes pour enfants, moi je les ai fait écouter à ma fille quand elle était plus petite pour s'endormir. Donc voilà, elle a partagé vraiment ma vie depuis le début. C'est extraordinaire. On fait juste une petite pause et on revient, une pause publicitaire. On revient donc au débat et Céline, on disait des choses donc sur Marlène Jobert, une femme d'exception. Oui. La femme d'exception parce qu'elle n'a pas hésité à arrêter sa carrière cinématographique qui était vraiment, elle était en pleine gloire à ce moment-là. Elle a tout arrêté parce que sa véritable passion c'était d'écrire pour les enfants et je trouve ça très courageux de sa part quand même d'abandonner les paillettes, le showbiz pour quelque chose dont on ne connaît pas l'issue. Donc voilà, je tenais absolument à la recevoir et c'est vrai que c'était assez épique notre rencontre parce que ça avait mal démarré. C'est vrai. Oui. C'est très rare que ça se passe comme ça, mais voilà. Oui, mais ça arrive aussi. Ça arrive aussi. On était en plein hiver, il neigeait, donc elle est arrivée très en retard parce que son taxi ne pouvait pas avancer. Donc moi, j'étais aussi, j'avais l'antenne aussi à gérer. Je voyais qu'elle n'arrivait pas. L'heure du rendez-vous, elle n'était pas là. Donc elle a fini par arriver, mais
passablement agacée, moi aussi d'ailleurs, donc voilà, ça a été un peu tendu au départ. Vous étiez un peu sur les nerfs à toutes voilà. les deux. Mais oui. ça s'est très bien passé après, ça c'est la magie du direct et de la radio, c'est que dès que le rouge s'allume, c'est-à-dire dès que c'est à nous de parler, les tensions disparaissent et Voilà. puis ça s'est très bien passé. Et donc elle écrit des contes, Oui. c'est des contes qu'elle invente ou bien Oui. c'est des contes qu'elle puise Non, ici c'est et là? elle qui les invente. Elle qui les invente. Elle joue tous les personnages de son histoire, alors elle est très drôle en plus, elle fait des voix différentes, elle y inclut de la musique originale, alors c'est pas elle qui joue, mais voilà, très jolie musique, et puis ce sont vraiment de beaux coffrets avec un petit livre et le CD, c'est vraiment magnifique. C'est génial, c'est génial pour les enfants, c'est exceptionnel. Mais pour les grands enfants aussi. Ah, pour nous tous, d'accord. Voilà. Je ne dirais pas le contraire, le conte nous fait rêver, bien sûr. Et vous avez invité aussi Sophie Audouin, c'est ça? Ah oui, c'est un grand souvenir. Ah oui, grand souvenir avec Sophie. Alors Sophie, c'est une écrivaine qui est l'auteure de Tara Duncan. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Tara Duncan, les enfants connaissent parce que c'est le numéro 1 des éditions jeunesse. C'est celle qui vend le plus de livres pour enfants. C'est un personnage fantastique, Tara Duncan. Et donc Sophie, qui est descendante héritière du trône d'Arménie, si jamais l'Arménie redevenait une monarchie, et c'est une personnalité absolument extra parce que déjà elle est très jolie, elle fait 20 ans alors qu'elle en a un petit peu plus, et puis elle a un sourire permanent, mais elle rigole tout le temps, donc avec un sourire absolument incroyable. Elle a une belle âme. Elle a une très belle âme, et puis donc un très beau rire, et à la radio, quand on n'a pas l'image, voilà, ça c'est très important. Donc elle avait un rire qui vraiment avait marqué beaucoup de gens parce que j'avais eu pas mal de retours après. Et on avait vraiment pris beaucoup de plaisir à être ensemble. Et puis en plus, c'est quelqu'un de très humain parce et c'est ce qui m'a bluffé chez elle. Elle est très très proche de ses lecteurs, lectrices, donc qui sont des jeunes ados. Ils s'écrivent sur son blog. Elle est en contact avec eux. Elle est en contact permanent avec eux. Elle passe des heures sur son blog à leur répondre. Elle sait exactement qui est qui. Donc elle arrive à suivre une conversation sur des mois. Elle est formidable. C'est vraiment exceptionnel. Oui, tout à fait. Et donc, peut-être que même ces lecteurs et lectrices l'inspirent un petit peu pour les prochains livres. Certainement. Alors, certainement, oui. Puis non. C'est une femme qui a 50 idées à la seconde, donc elle est absolument incroyable. Elle a créé un nouveau personnage après sur des loups-garous. Je pense que c'est quelqu'un qui ne manquera jamais d'idées. Et qui s'amuse beaucoup de tout ça, quoi. Elle n'a vraiment pas la grosse tête, alors qu'elle pourrait. Fait. Et vous avez invité aussi Memona Interman. Alors Memona Interman, c'est certainement on fait un peu le parcours de toutes ces femmes parce qu'effectivement, elles sont vraiment d'exception. Hein. On ne peut pas tout dire à propos d'elles, bien sûr. Mais donc, Memona Interman, c'est une vraie femme d'exception. Oui, parce qu'elle est grand reporter à France 3 depuis, je ne veux pas dire de bêtises, mais depuis très longtemps. Elle aussi, moi j'ai vu ses reportages depuis que je suis assez jeune. Donc j'ai grandi avec elle. Et puis je la rencontre et là je découvre une femme... Comment dire, je ne veux pas toujours employer le même mot extraordinaire, mais pour le coup, c'est ça, quoi. Memona, elle est d'une humanité, d'une générosité, d'un enthousiasme. Et pourtant, ce n'est pas facile, quand même, d'être toujours. Mais non, surtout qu'elle va dans des zones de conflit. Voilà, c'est quelqu'un qui a été très souvent en Libye, sous Kadhafi, et puis pendant les combats, en Syrie. Enfin voilà, elle prend vraiment beaucoup de risques, mais elle adore ça parce qu'elle adore aller à la rencontre des gens qui souffrent. Parce que Memona a eu une enfance très très difficile et elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Et ça, je trouve ça rare parce que elle qui aurait pu aller en vacances dans des palaces, dans des endroits absolument magnifiques, elle aurait pu être reçue. D'ailleurs, elle l'a été dans les plus grands palais du monde, mais elle, ce qu'elle aime, c'est les gens. Pas du tout, pas du tout. Elle est à l'écoute des gens qui souffrent, c'est ça, qui se battent un peu pour mais on sent qu'elle les aime. De dignité, plus de liberté. Exactement. C'est magnifique. Et pourtant, elle risque, comme vous voulez le dire, elle risque sa vie quand même. Oui, mais... Et peut-être que sa famille aussi a toujours peur quand elle prend sa caméra. Oui, parce qu'elle a 2 enfants qui sont grands maintenant, mais qui ont dû beaucoup trembler pour elle, mais c'était sa vie de partir, c'était sa passion. Ils ne peuvent pas l'empêcher de partir, c'est sa vie. Non. Eh oui. Et Jenny Hippocrate, alors? Jenny, autre très belle rencontre. Jenny, elle se bat pour... alors au départ, c'était pour son fils qui est atteint d'une maladie génétique orpheline, qui est la drépanocytose. Pourtant, c'est une maladie très très répandue.
qui est mortelle. Et puis, il n'y a rien contre ça. Voilà, on ne peut rien faire contre ça. Il n'y a pas de traitement. Oh là là. Et donc, elle a découvert que son fils était atteint de cette maladie quand il était vraiment très très jeune. Elle a pris ça à bras-le-corps. Aujourd'hui, elle a fondé une association pour venir en aide à tous ceux qui souffrent de cette maladie. Et je peux vous dire qu'elle a un tempérament. Moi, je n'ai jamais vu, d'ailleurs, je l'appelle dans mon livre la guerrière, quoi. C'est vraiment ça. Elle est en guerre contre cette maladie. Et elle n'hésite pas enfin, on la met, on lui demande de partir par la porte, elle rentre par la fenêtre. C'est vraiment ça, Jenny. Elle ne lâche pas. Ah ben oui, elle a raison, elle a raison. Elle n'a pas créé d'association. Si, son association, elle a créé son association, l'APIPD. J'espère que j'ai mis tout ça dans le bon ordre, mais sinon ce sera donc dans mon livre. Si, elle a une association et puis elle parcourt le monde pour récolter des fonds, pour qu'il y ait de nouveaux traitements, au moins soulager la douleur, parce que c'est des douleurs épouvantables pour ces enfants. Voilà, non, c'est aussi une femme formidable. Donc, je rappelle, votre émission, Femmes d'exception, passe toujours sur France Info, donc dimanche, 10h, 15 minutes, c'est ça? 10h15 et ça dure à peu près 10 minutes. Ouais. Ça dure 10 minutes et c'est rediffusé à midi moins quart. Voilà, et il y a la vidéo que l'on peut voir sur franceinfo.fr. Oui, j'avais oublié de le dire, effectivement, sur France Info, aujourd'hui, pratiquement toutes les interviews sont en vidéo. Oui, oui. Et comment on a décidé de mettre comme ça les vidéos? Parce qu'il faut vivre avec son temps, donc voilà, c'était un plus. Mais France Info, c'est pas une télévision. Non, mais tous les sites d'information maintenant ont des vidéos, c'est vraiment un plus qu'on apporte. Alors, la radio, moi je trouve que c'est un média absolument magique, parce qu'on n'est pas justement parasité par l'image, que par la voix passe beaucoup plus de choses, d'émotions notamment, mais c'est aussi bien de mettre un visage sur une voix. Donc, Tout à fait, tout à fait. Et puis donc c'est sur le site internet. Donc aujourd'hui le site internet de France Info est très vu aussi. Oui, hein. Il de est plus en plus. Il est actualisé. Et puis on retrouve pratiquement toutes les archives depuis combien d'années à peu près maintenant? Je ne saurais vous dire en fait, mais je ne veux pas dire une bêtise. Anciennes, mais certaines sont un peu anciennes. Plusieurs années. Hein. On continue quand même à faire un peu le parcours de ces femmes exceptionnelles, hein, femmes d'exception. Et Martine Saada, alors, qu'est-ce qu'on peut dire à son propos? C'était un moment très émouvant, parce que Martine Saada a perdu son fils dans les attentats du World Trade Center. Il travaillait là-bas, il fait partie des 5 Français qui sont morts là-bas. Qui sont morts là-bas. Donc on l'a reçu à l'occasion du 10e anniversaire de ces attaques. Je dois dire que c'est une femme qui m'a épatée, parce que quand on perd son enfant, c'est le pire drame. Dans des circonstances pareilles, je pense que ça rajoute. Et elle a une dignité exemplaire, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas en colère, qui n'a pas de haine. Ça, c'est assez remarquable. Et elle explique, elle m'a expliqué comment elle avait appris donc, le drame qui avait touché sa famille, et comment elle avait fait pour... elle est toujours là 11 ans après, quoi. Comment elle a fait pour tenir. Pour s'en sortir. Et bien sûr. Et ne pas avoir de la haine, c'est très important cela aussi. C'est extraordinaire. C'est surhumain très quand rare. même. Oui, vraiment. Alors, justement, elle explique qu'elle avait d'autres enfants et qu'il fallait bien continuer à vivre pour eux. Mais quel courage. Et ce fut aussi un moment de radio très important, cet événement planétaire, le 11 septembre, France Info s'est déployé aussi à ce moment-là. Ah oui, ça a été des heures de direct, bien sûr, là tout le monde était mobilisé, il y avait plus, enfin ça a balayé toutes les autres actualités, mais enfin là, pour le coup, c'était sur tous les médias pareil. Donc oui, ça nous a pris des heures d'antenne, personne n'a compté ces heures de travail, c'était un événement... qu'on espère évidemment ne plus jamais revivre. Bien sûr, on l'espère fort bien, bien sûr. Et vous avez invité aussi, toujours dans votre émission, Florence Artaud. Oui. C'était particulier, Florence Artaud, parce que ce n'était pas dans les studios de France Info, c'était à Saint-Malo, ah, d'accord. Où on se trouvait pour le départ de la route du Rhum. On avait passé le week-end là-bas pour le travail. Donc j'animais les matinales en direct du port de Saint-Malo, et Florence Artaud en fait était une sorte de fil rouge, c'est-à-dire elle m'a accompagnée les 2 matins, samedi matin et dimanche matin, pour apporter son expertise, puisqu'elle avait gagné la route du Rhum. Et
Elle est revenue le dimanche. Alors il faut savoir que Florence, c'est pas une femme du matin. Alors c'est embêtant quand on est dans une matinale. Et j'avais un peu peur, vu ce qu'on m'avait dit sur elle, qu'elle ne soit pas là. Elle n'est pas de bonne humeur le matin. Non, mais qu'elle ne soit pas là, carrément, qu'elle n'arrive pas à se lever. Eh bien, c'est tout le contraire, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire la fête et elle a bien raison. Mais voilà, quand on se couche tard, c'est difficile de se lever tôt. Et bien, elle a réussi à faire les deux matins de suite. Et je lui tire mon chapeau là-dessus parce que je sais que c'est pas son truc. Et elle a été d'une grande disponibilité, d'une gentillesse et d'une modestie, alors que c'est une star. Faut la voir dans les allées de Saint-Malo. Elle peut pas faire un mètre sans que tout le monde l'arrête. Tout à fait. Et voilà, une grande simplicité. C'est une belle femme. Et France Info a l'habitude quand même d'aller un peu dans les régions et France Info a fait cela durant la campagne présidentielle. Oui. Donc il y a eu, je crois, des directs dans 4 ou 5 villes. Oh, même plus que ça. Même plus? Oui, une fois par semaine, on se déplaçait en province, on déplaçait nos studios en province. Et quand c'est toute l'équipe qui se déplace ou bien c'est seulement non, c'est quelques pas toute journalistes? l'équipe, oui, c'est en fait l'équipe d'une tranche particulière. Là, en l'occurrence, c'était voilà, exactement. Là, c'était 2 tranches pour le coup. Il y avait une personne du matin et une personne du soir. Voilà, pour que le matin et le soir, on soit présents dans une ville pour aller à la rencontre des électeurs. Parce qu'il y a quelques années, on nous reprochait notre parisianisme et je pense que c'était justifié. Donc, est-ce que c'est toujours justifié? Mais non, plus aujourd'hui, justement, avec ce genre d'initiative. Voilà, c'est pour pallier à cela. Bien sûr, mais parce qu'il n'y a en effet pas que Paris, même si on est très écouté à Paris en Île-de-France, mais on est écouté partout, donc il faut aller à la rencontre de tous les électeurs. Tout à fait. Ils n'ont pas tous les mêmes aspirations. Exact. Et donc certaines émissions, de ces émissions en région, sont faites dans des cafés. Comment on procède? On va aller voir le cafetier, on lui dit est-ce que vous nous donnez la permission de faire l'émission? Alors moi, on prépare ça auparavant. Ça, c'est pas ma partie. Voilà, il y a des gens qui sont chargés d'aller repérer un endroit, d'organiser tout ça. Et puis nous, quand on est le présentateur de ce genre d'événement, on n'a plus qu'à s'installer. Donc ça, c'est très confortable à préparer et à s'installer. C'est sympathique de faire l'émission dans un café, bien sûr. Oui, non, mais voilà, ça change. Voilà, on sort, on voit du monde, quoi. Ça, c'est agréable, oui. C'est très agréable. Et puis, en général, quand on va dans une région, on ramène un peu les spécialistes de la région, les gens qui comptent, on leur pose des questions qui sont plus au fait de ce qui se passe dans la région. Voilà, c'est des questions un peu plus locales, mais finalement qu'on peut élargir à l'échelle nationale. Oui, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de gens en région, oui. Et puis toujours, durant cette campagne présidentielle, France Info donnait la parole aussi aux électeurs. Bon, il y avait eu donc plusieurs émissions à travers plusieurs régions où les gens disaient carrément pour qui il allait voter. Oui, c'était carte d'électeur avec Chloé. Carte d'électeur, voilà. Oui, voilà, toutes les semaines, Chloé prenait un thème. Et puis aller rencontrer, alors je ne sais pas, des gens qui travaillent à un péage, des pêcheurs, des chasseurs, voilà, des catégories en fait de personnes, et puis leur demandait quelles étaient leurs aspirations pour cette élection. Est-ce que c'est une façon de prendre un peu le pouls de cette élection, de ce qui va se passer, de la société? Oui, parce qu'on ne peut pas uniquement s'appuyer sur des sondages. Donc il faut aller parler à ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, c'est-à-dire les électeurs. Donc il faut les écouter, les entendre, les diffuser. Oui. Et toujours dans ces femmes d'exception, vous avez aussi invité Lise de la Salle. Musicienne, grande musicienne, pianiste. C'est un petit prodige, Lise, parce qu'elle a commencé très très jeune. Elle est toujours très jeune, il me semble qu'elle a 22 ou 23 ans. Et elle en est déjà à je ne sais pas combien d'albums. Elle a un talent rare parce qu'elle est capable de donner des émotions, en tout cas que moi je n'avais jamais ressenti en écoutant de la musique classique. C'est pas forcément la musique que j'écoute à la maison, mais là j'ai ressenti des choses que je ne soupçonnais pas en moi. Et moi je suis allée à un de ces concerts au théâtre des Champs-Élysées à Paris, et c'était un moment absolument magique avec la chair de poule. La chair de poule. À ce point, et c'est quoi la spécificité de sa musique? Mais déjà, je pense qu'elle elle s'attaque à des musiciens très difficiles. Voilà, c'est une fonceuse, Lise. Je crois qu'elle a peur de rien. Et voilà, quand on s'attaque à Chopin ou Liszt, quand on a 20 ans, c'est gonflé. C'est pas évident. C'est très gonflé. Et elle fait ça à merveille. Et elle s'en sort. Elle s'en sort. Oui, et comment?
Ah, c'est génial. Et donc, vous nous avez déjà dressé beaucoup de portraits de ces femmes d'exception. Il n'y a pas vraiment de lien entre toutes ces femmes. C'est très diversifié au final. Alors c'est très diversifié, mais si, il y a quand même des liens. Voilà, ce sont des battantes, ce sont des femmes qui ne lâchent jamais rien. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je veux dire que ça ne se cantonne pas dans un certain milieu. Ah non, surtout pas. Dans une classe, dans une façon de voir, dans un territoire politique. Non, pas du tout. non, surtout pas. Alors c'est magnifique. Je m'ennuierais beaucoup à faire ça. Je rencontrerais finalement toujours les mêmes personnes, donc ce serait pas drôle. Non, l'intérêt c'est vraiment d'ouvrir notre esprit, quoi, de découvrir des personnes qu'on ne côtoie pas évidemment au quotidien, et puis de nous donner envie nous-mêmes de nous dépasser finalement. Tout à fait. Vous avez aussi invité Johanna Dry. Ah, Johanna Dry, oui, c'est une mannequin. Elle Oui. est sublime. La particularité de Johanna, c'est que c'est un mannequin, comme on dit, grande taille, donc elle est très pulpeuse, ce qui n'empêche pas d'être absolument magnifique. Je peux vous dire que tout le monde était sous le choc quand elle est arrivée à la radio, tellement elle est jolie, elle fait 1m85, enfin, voilà. Et elle a un discours très différent des mannequins un peu enfin, stéréotypés, voilà, elle est superficielle. Dans quel sens? Elle est intelligente, pardon pour les autres, mais voilà, je trouve qu'elle a vraiment des choses à dire, quoi. Oui, oui, elle sait où elle va, elle ne fait pas ça juste pour faire le porte-manteau. Il y a un vrai objectif dans sa démarche. Déjà, c'est de s'assumer. Voilà, c'est quelqu'un qui a subi des moqueries petites parce qu'elle était différente, trop grande, trop ronde. Bien sûr, bien sûr. Et bah, aujourd'hui, voilà sa revanche. Et elle veut montrer aux femmes, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui sont comme elle, différentes, que il faut s'assumer, il faut s'aimer avant tout, et puis les autres vous aimeront. Et c'est vraiment le cas parce que c'est quelqu'un qu'on aime dès qu'on la voit, parce qu'on la sent heureuse et épanouie. Et c'est ça le secret en fait pour une femme et pour un homme. C'est pour ça que vous l'avez choisi dans les 25, parce que vous avez fait quand même beaucoup d'émissions pour choisir 25 femmes d'exception. C'était un peu difficile, oui, j'imagine. Ça a été dur. Il fallait... alors les critères, ça a été... il fallait que ce soit des moments vraiment mémorables pour moi. Voilà. C'est très égoïste, mais comme il y avait beaucoup d'émissions très très intéressantes, mais il fallait que j'ai quelque chose à raconter dessus et que c'était un moment vraiment particulier. C'était pour votre écriture, un peu pour mais la présentation. Il fallait qu'il soit passé quelque chose, quoi, vraiment à l'antenne et hors antenne. C'est pas toujours le cas, c'est très souvent le cas. Mais c'est pas toujours le cas. Et, ce n'est pas automatique. Non, bah après, c'est comme dans la vie. Hein, oui, bien sûr, tout à fait. Mais bon, en général, ça se passe extrêmement bien, c'est des moments vraiment très jolis. Mais c'est des femmes en plus que j'avais envie de mettre une deuxième fois en valeur parce que je trouve qu'elles le méritaient, quoi. Et Johanna, ouais, elle en faisait partie parce que c'est une fille pleine de vie et qui, moi, m'a fait beaucoup de bien, en fait. Parce qu'on a tous des complexes pour des choses même très très bêtes, mais voilà, elle m'a décomplexée. Tout à fait. Et donc, en plus de Madame Badinter, quelles sont, enfin quelques-unes, quelles sont les femmes exceptionnelles, d'exception, qui ne sont pas dans le livre? Il doit y en avoir un bon paquet quand même. Ah oui, il y en a un bon paquet. Par exemple? Il faudrait que... J'ai une très mauvaise mémoire, donc évidemment, c'est vrai, je ne sais pas qui va me revenir. Bon, bah, c'est pas grave, mais bon, c'est pas méchant, c'est juste pour... Ça y est, j'en ai une, j'en ai retrouvé une. C'est vrai, voilà. allez-y. Alors là, vraiment, je suis très déçue en plus qu'elle ne soit pas dans mon livre. C'est Fatima Bhutto, qui est la nièce de Benazir Bhutto, ancien Premier ministre du Pakistan, oui, tout à fait. et qui a une histoire absolument tragique, puisque son grand-père, Zulfikar, a été assassiné, son père a été assassiné, son oncle a été assassiné, et donc sa tante. Benazir. Donc elle a vécu dans une extrême violence, dans la peur, et elle racontait voilà, cette dynastie tragique, et puis sa volonté aujourd'hui de tourner la page malgré tout ça, de surtout pas s'engager en politique. Et elle faisait ça avec une émotion, on était tous dans le studio, parce qu'elle était accompagnée de plusieurs personnes, on était tous très très émus au sortir de cet entretien parce que elle racontait ses drames avec beaucoup d'émotion, mais aussi de simplicité, de naturel. Peut-être qu'elle a déjà pris du recul sur tout ça. C'est justement pour ça qu'elle ne figure pas dans ce livre, parce qu'elle est passée à autre chose.
c'est magnifique qu'elle soit capable de passer à autre chose, parce qu'effectivement, elle vient d'un pays où il y a beaucoup de violence politique, où les femmes n'ont pas toujours les mêmes droits que les femmes ont quelque part en Occident. Hein. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à propos de Benoît Groult que zéro droit, c'est un peu à relativiser. Bien sûr, comparé aux femmes dans certains pays, évidemment, vous avez raison. Et donc, avec toutes ces femmes qui ne sont pas dans ce livre, elles seront peut-être dans un prochain livre, Céline, non? Pourquoi pas? En tout cas, je crois que les éditions Talendier sont partantes. Oui, oui. Donc ça dépendra de vous de faire une autre sélection. Peut-être. Il y a de quoi faire, oui. Il y a de quoi faire. Et comment est-ce que, justement, ces femmes qui sont dans ces 25, ce nombre 25, ont appris donc l'existence de ce livre, si elles le savent? Ah oui, bien sûr, elles le savent, parce qu'il a fallu leur demander l'autorisation. Ah aussi, bien Donc c'est sûr. comme ça qu'elles l'ont appris. Et puis, la plupart, on a repris. Enfin, moi, je suis en contact avec beaucoup d'entre elles encore, hein, parce qu'on est devenus, avec certaines, assez proches. Et sinon, ça a été l'occasion pour d'autres de reprendre contact et donc d'avoir de leurs nouvelles. Donc ça m'a fait très très plaisir, et elles sont toutes très touchées d'être dans ce livre. Et les autres femmes qui ne sont pas dans le livre là, j'ai moins de nouvelles. C'est vrai? Oui, mais de toute façon, le livre, il commence déjà à faire un peu de bruit quand même. Oui, ça commence à bien marcher, oui, je suis ravie. Mais je leur adresse un petit mot dans mon livre aux femmes que je n'ai pas sélectionnées, pour leur expliquer qu'il fallait bien faire un choix. C'est tout à fait normal, bien sûr. Et est-ce qu'on a parlé de votre livre sur France Info? Je n'ai pas vraiment entendu. Alors oui, il y a oui, on en parle sur France Info. Et puis, il y a des rubriques de livres quand même dans France Info. Et puis je vais revenir en parler la semaine prochaine, le 15 juin, dans l'émission de Bernard Thomasson, qui est le 12-14. Voilà. C'est le 15 juin, à quelle heure? Après le journal de 13h30. Très bien. Voilà. Et en plus de ce livre d'entretien, est-ce que vous écrivez autre chose, Céline? Aujourd'hui, un petit roman peut-être? J'avais commencé en fait il y a quelques années, et puis aujourd'hui mon travail me prend beaucoup de temps. C'est pas évident. Et puis je suis maman aussi, et ça me prend beaucoup de temps également, et un grand plaisir. Donc il y a un moment où on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout bien faire en tout cas. Est-ce que ceux qui disent que le journalisme tue l'écrivain, est-ce que c'est vrai? Ou bien est-ce que c'est le contraire? Est-ce que le journalisme, parce qu'il peut inspirer l'écrivain, lui donner des sujets, est-ce que le journalisme peut aider l'écrivain à écrire des romans, à écrire autre chose? Ah oui, moi je pense qu'il peut inspirer, parce qu'on est confronté à des histoires assez étonnantes, hein, tous les jours. Donc oui, c'est une source d'inspiration. Après, l'écriture est très différente, c'est pas la même démarche. Tout à fait. Oui, justement, quand je disais le journalisme peut tuer l'écrivain, dans la mesure où il peut briser ce recul que l'écrivain peut prendre avec les événements. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Le journaliste peut être pris dans la spirale des événements. Alors c'est vrai, mais ça ne nous empêche pas d'y réfléchir après, une fois que l'info est un petit peu retombée, d'y réfléchir plus sereinement. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on fait à France Info. On revient sur des événements passés une fois que toute l'émotion est retombée, et on refait un point là-dessus. Donc on sait le faire, ça aussi, prendre du recul. Tout à fait. Et vous, Céline, avant de venir à la radio, vous lisiez beaucoup. Qu'est-ce que vous lisiez en général? Alors moi, je suis très classique dans mes goûts, parce que j'ai une passion pour Zola. Toute la série des Rougon-Macquart, j'ai dû la lire une vingtaine de fois, et j'ai hâte que ma fille en fasse de même. Vous voulez déjà l'orienter? Est-ce que c'est la bonne méthode? Peut-être qu'il faut la laisser choisir. Les livres sont à la maison, à sa disposition. Et ils sont là, elle va les lire. Oui. Et les auteurs contemporains quand même. Il y a beaucoup d'auteurs contemporains de langue française qui écrivent de belles choses. Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas une grande mémoire des noms, donc je ne vais pas pouvoir citer de noms comme ça. Je suis très très intéressée, en tout cas, par les biographies, parce que ça rejoint un petit peu ce que je fais avec Femmes d'Exception. Moi, j'aime l'histoire des gens, quoi. Les histoires m'intéressent. Donc, je viens justement de lire une biographie sur Eleanor Roosevelt, absolument passionnante, d'une auteure qui a travaillé à Radio France, d'ailleurs,
pendant pas mal d'années qui s'appelle Claude Catherine Kijman et qui est un livre absolument formidable où on découvre une femme d'exception, elle aussi, qui, on peut dire que son mari donc, a été élu 3 ou 4 fois à la présidence des États-Unis, lui doit énormément. Voilà, derrière un grand homme, il y a souvent une femme. Tout à fait. Il y a une femme aussi qui est votre maman, qui est née en Algérie. Oui, tout à fait. Oui, elle est née à Chebli, c'est un petit village à côté d'Alger. Oui, tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle vous dit de l'Algérie, votre maman alors? Franchement, pas grand-chose parce qu'elle n'a pas beaucoup de souvenirs. Non, elle n'a pas beaucoup de souvenirs. Elle en est partie très très jeune. Très très jeune, oui. Voilà, c'était dans les années 40. Elle est arrivée en France après la guerre, oui. Mais donc elle est pied noir et elle ne renie absolument pas ses origines, bien au contraire. Moi j'ai des grands-parents aussi qui sont nés en Algérie. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle assez peu. On en a parlé quand même ces derniers temps, hein, et souvent bien, parce qu'il y a eu 200 000 pieds noirs qui sont restés en Algérie aussi. C'est vrai. Hein. Ça, on ne le dit pas souvent. Hein. C'est un choix. Et puis, il y a eu beaucoup de pieds noirs qui sont retournés en Algérie en visite et qui ont été très très bien accueillis aussi. Et moi, j'aimerais beaucoup y aller parce que il faut y aller, des belles choses. On arrive à la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot, Céline. Oui, vous dire que déjà ça a été un plaisir d'être ici tout le avec plaisir vous. Est pour nous. Voilà, on est prêt à vous accueillir aussi quand vous le souhaitez sur C'est France gentil. Info. C'est gentil. C'est gentil. Je veux dire un dernier mot sur ce livre qui me tient vraiment à cœur. Femme d'exception. Voilà, qui me tient vraiment à cœur parce que c'était des moments tellement magiques pour moi et tellement enrichissants. Voilà, chacune de ces femmes m'a un peu transformée. C'est peut-être. C'est magnifique. Ça peut paraître étrange de le dire. Pas du tout, mais c'est tout à fait évident. Voilà, et donc je les remercie pour ces jolis moments partagés et je suis impatiente de recevoir toutes les autres. C'est magnifique. Moi aussi, je remercie ces femmes. Et on arrive à la fin de l'émission. Et donc, mes amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.